Bonjour Pierre. Bonjour Fred. Merci de nous accueillir dans cette maison. Lefranc et Bourgeois, bienvenue dans cette maison qui date de 1720, comme vous le voyez sur ce logo. Waouh. Voilà. Hein. Mais l'usine qu'on va visiter, elle date de 1965. C'est la fusion de Lefranc et de Bourgeois. On va en reparler, t'inquiète pas, on va prendre le temps de parler de tout ça. On est au Mans, on est en France, et on est donc au cœur, dans le siège de cette magnifique maison historique française. Et Pierre nous fait l'honneur de nous accompagner dans cette visite. Pierre est le responsable technique, artistique. Voilà, des conseils techniques auprès des artistes. Auprès des artistes, des écoles d'art, etc. Vous inquiétez pas, on a le meilleur là de la maison Lefranc et Bourgeois qui va nous guider donc pendant cette visite. Merci. Alors Pierre, retour en arrière là, début 18e, c'est ça? C'est ça, 1720 en fait, et début 18e. Là, ce tableau montre un peu l'usine Lefranc, qui se trouve à côté de Paris, à Grenelle. Et en fait, ça correspond aussi à une période où les artistes commencent à voyager. Tu vois, les écoles de beaux-arts se créent peu à peu, et finalement, les artistes ne fabriquent plus leurs couleurs eux-mêmes. Ces élèves qui étaient leurs apprentis. La fabrication de toile, c'est excellent. Oui, il y a tout un savoir-faire, une façon de procéder, puisque fabriquer des petites quantités, c'est pas la même chose que de fabriquer de façon industrielle. On conserve des moyens traditionnels, des recettes anciennes, et on verra les collaborations qu'il y a eu avec des artistes, ça permettra de faire évoluer aussi les matériaux. On va voir tout ça, super. Déjà au Mans, cette usine? Alors non, c'était à Paris, sur les quais de Grenelle en fait, sur les quais de Grenelle. Et il y a une usine après à Issy-les-Moulineaux, Montreuil pour Bourgeois, et la fusion en 1965. La visite qu'on va faire, cette usine a été construite en 1965. Lefranc et Bourgeois au Mans. Ok, super. Ouais. Alors Pierre, pour introduire la séquence là où tu vas nous parler du tube, parce qu'on a un sujet important à propos du tube de peinture à l'huile, il faut que tu resitues un petit peu le contexte historique. Raconte-moi. Les tubes apparaissent par rapport à finalement une évolution des peintres, de la peinture, car en fait on est en milieu 19e, fin 19e, on est dans l'époque où finalement il y a un grand essor industriel, il y a ces fameuses expositions universelles, les industries évoluent, se mécanisent, donc les pays, les villes sont fiers et les industriels sont fiers de montrer ça. Ouais. Et les artistes par rapport à ça viennent un peu à contre-courant et veulent à un moment donné dire bon, il faut revenir sur des valeurs autres, il n'y a pas que la modernisation qui peut même ces fameux films aussi qu'on connaît de Charlie Chaplin. Donc c'est toute cette finalement cette intelligence artistique qui va être à l'encontre de ça et qui va vouloir finalement revenir sur d'autres valeurs comme la nature, comme la valeur humaine, l'importance du travail, du labeur. Et alors quel rapport à tout ça avec un tube? C'est à l'extérieur qu'ils veulent peindre. À ce moment-là. Ils veulent peindre en extérieur. Donc ils sortent du portrait classique des commandes, etc. C'est ça que tu dis? Voilà, ils sortent du travail d'atelier finalement, ou même la photographie. Apparaissant, le peintre n'aura plus besoin de faire ses portraits. C'est la photographie qui va l'emporter. Donc il sort le peintre, il doit sortir. Il veut aller sur l'extérieur. Donc il doit trimballer sa peinture, c'est ça? Il veut trimballer sa peinture et les premiers tubes arrivent justement à brûle pour point à ce moment-là. Génial, ok. Là on peut voir l'évolution des tubes. Donc tout à gauche, on a d'abord les vessies de porc qui sont les ancêtres des tubes. Tu parles de ça? De la peinture, oui, qui est emballée. Ça c'est une vraie vessie de porc? C'est une vraie vessie de porc d'époque. D'époque, excellent, c'est une relique. Alors on comprend bien que c'était pas très pratique puisqu'il fallait faire un petit trou pour sortir la peinture. Tu pressais, c'est ça? Oui, et c'était pas du tout étanche. Mais on transportait son matériel. Voilà. Ok, inventé par qui? Alors, non, c'est les artistes, les industriels qui emballaient comme ça. Et ensuite, c'est un artiste américain. C'est un artiste qui invente l'idée du premier tube. C'est ce qu'on dit là, Voilà, c'est milieu 19e. Il s'appelait John Goffrand, un américain. Donc c'est pas Lefranc qui a inventé le tube alors? Lefranc n'a jamais dit qu'avoir inventé le tube. Lefranc, par contre, a amélioré les premiers tubes qu'on voit ici. Donc c'est le premier stream où on pinçait des deux côtés, c'est ça? Voilà, c'est cela. D'accord. Et Lefranc a inventé le bouchon à pas de vis. C'est excellent. Ça s'appelait avant le tube à fermeture étanche. La French Touch, c'est l'ouverture. Bah ouais, bien sûr. Et ici. Historique, c'est génial. Et donc le tube actuel? Ça n'a pas changé. Le bouchon à pas de vis a été même adapté maintenant à toutes les industries de tubes. Excellent. Alors une belle histoire à raconter, Pierre, à propos de... dans la série de cet accompagnement là, de la maison Lefranc et Bourgeois, l'accompagnement des artistes, depuis toujours, tu as une belle histoire à raconter à propos du film? Oui, j'aime bien cette histoire parce que ça montre vraiment un exemple d'une invention d'une recette pour les besoins d'un artiste, du film qui avait à l'époque le projet de réaliser la fée électricité en 1935. C'est le thème de son œuvre et c'était aussi en même temps le plus grand tableau du monde. Il y avait 250 panneaux de 1 mètre par 2 mètres qui étaient juxtaposés. Alors cette œuvre est toujours exposée au musée d'art moderne à Paris et dans un état de conservation impeccable. Et donc
pour peindre à l'huile dans des temps raisonnables. Pas d'acrylique à l'époque. Donc en fait, Dufy a demandé au laboratoire Bourgeois de mettre au point un médium pour contourner ce problème de séchage-là, pour retrouver une solution. Et les laboratoires Bourgeois ont mis en point une recette à base de colle de peau de lapin, de résine mastic, le tout additionné d'eau. Tout ça monté en mayonnaise, en émulsion, qui permettait en fait à l'huile de durcir plus rapidement, et en créant à l'intérieur de la peinture, alors tout ça c'est microscopique, des petits cratères d'air, l'émulsion c'est ça, et voilà, et ainsi pouvoir oxyder l'huile et favoriser ce séchage à cœur. Super, génial. La chimie, l'art, et puis voilà, au service d'un grand et d'une fresque immense. Alors Pierre, des dizaines d'exemples de collaborations et de partenariats avec des grands artistes dans la maison Lefranc et Bourgeois. Tu en as sélectionné quelques-unes, dis-nous, donne-nous quelques. Il y en a eu quelques-unes que là j'ai sélectionnées, que je trouve vraiment très très intéressantes. Il y a une lettre de Millet de 1874 par exemple qui disait qu'il adorait ce jaune de nappe de Lefranc qui ne ressemblait en rien aux autres jaunes de nappe, qu'il trouvait très colorant, d'une matière très adhérente. Alors on voit bien dans l'œuvre de Millet qu'il utilisait peu les blancs et il remplaçait le blanc par le jaune de nappe justement pour avoir une lumière dans ses... Et pas n'importe lequel, celui-là, c'est génial, très bien. Là on a autre chose, Cézanne par exemple, une commande de Cézanne. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'on voit une commande d'un verre véronèse de chez Bourgeois, d'une laque brûlée de chez Charbonnel et le reste un bleu de cobalt de la même maison, même numéro. Voilà, donc ça c'est déjà, on a déjà un effet... Une lettre magnifique. Voilà, une lettre bien écrite de Cézanne, comme on le voit. Là. Alors d'autres exemples, Picasso aussi, des commandes de Picasso, de Braque sur la gouache Linel et de Matisse aussi. Matisse aussi qui utilisait la Linel dans des couleurs très particulières, un violet fixe qu'il ne trouvait pas chez son marchand, et on était en période de guerre. Donc c'est vrai que ces artistes s'adressaient aux fabricants à ce moment-là. Une lettre de 46. Super. Voilà. Et une lettre de Marcavel aussi, une lettre de Dubuffet également, à propos de la flash. Alors la flash était une peinture qui est apparue dans les années 50 et qui tout de suite était très adulée de ces peintres qui voulaient peindre en couche, en monochrome, si vous voulez. En aplat, en magnifique aplat, c'est une vinilique extraordinaire la flash, j'adore la flash. Vasarely compris, Vasarely qui a les mêmes d'ailleurs mises au point, on me le voit ici, une gamme qu'on a déclinée sous son nom, la flash Vasarely. Ça a eu son temps dans les années 80 à peu près. Super. Merci Pierre, bravo, merci pour cette magnifique visite, cette maison chargée d'histoire. Et puis on va voir, c'est une transition, mais pour la prochaine vidéo, cet engagement qui continue, cet accompagnement des artistes, toute la recherche là, dans toutes ces techniques, c'est le cas. C'est le cas, et une modernité aussi dans la peinture à l'huile, y compris dans les matériaux. Extraordinaire, à la prochaine fois. Merci cher ambassadeur, merci à vous tous, merci beaucoup, merci pour vos encouragements, votre partage, votre fidélité, à très bientôt.